Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui donc sur le thème regard de professionnels de santé sur notre mission qu'on porte chez Chakari, qui est prendre soin des professionnels de santé. Je suis Martin Louvel, président fondateur et CEO de Chakari, qui est la première plateforme de coaching 100% dédiée aux professionnels du monde de la santé. Et je suis ravi d'accueillir Thierry. Bonjour. Bonjour Euh, Martin. Bienvenue Thierry. Merci. Alors Thierry, tu es médecin du travail, tu es addictologue aussi au CHU de Nîmes et tu as un talent en plus sur lequel on a pu communiquer avant de démarrer, qui est aussi de la vidéo sur des sujets de prévention. Ce que je te propose avant de démarrer, c'est de te présenter, voilà, de parler un petit peu de ton parcours, de pourquoi tu as choisi cette spécialité pour qu'on voilà, présenter à tous nos auditeurs le métier du médecin du travail et aussi l'addictologie. Super. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir pour ce petit webinaire. Alors du coup, voilà, je suis médecin du travail et addictologue au CHU de Nîmes, comme tu l'as dit. Donc ça fait 3 ans que je suis en poste. C'est mon premier poste après l'internat. Voilà, la fonction publique hospitalière, c'est vrai que je n'avais pas forcément envisagé d'y faire carrière, mais ça c'est voilà, parfois la carrière professionnelle est faite de hasard. Et donc, voilà, ça fait 3 ans que je suis ici. Je me revendique comme appartenant à une jeune génération de médecins du travail qui a fait cette spécialité vraiment par attrait intellectuel pour la médecine du travail et en aucun cas un choix par dépit. Voilà, parce que quand j'étais étudiant en médecine, de très très loin, la chose la plus intelligente que j'ai pu entendre, c'était mieux vaut prévenir que guérir. Et mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est un petit peu le leitmotiv quand on est médecin du travail, puisque notre métier, ça reste avant tout de faire de la prévention. Alors, c'est vrai que la prévention primaire reste notre Graal et notre objectif. Bien souvent, malheureusement, ce n'est pas toujours facile d'y accorder le temps qu'on voudrait, parce qu'on est embolisé parfois sur des sujets de prévention secondaire, tertiaire, etc., avec des gens qui sont déjà pas bien. Hmm. Juste pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais préciser qu'est-ce que tu entends par prévention primaire, secondaire et tertiaire? Parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà ces termes, mais peut-être que pour d'autres, ce n'est pas le cas. Alors, la prévention primaire, c'est arriver à modifier des conditions de travail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de maladie qui puisse arriver de ce fait-là. Hmm. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc ça va toucher par exemple de l'aménagement ergonomique de postes de travail pour éviter l'apparition de maladies. Donc c'est vraiment le cœur du métier, de mieux vaut prévenir que guérir. Par exemple, installer des aides ergonomiques pour éviter l'apparition de troubles musculo-squelettiques, travailler un petit peu sur les organisations de travail. Voilà. Donc ça c'est plutôt côté prévention primaire. La prévention secondaire, ça va considérer en fait à intervenir à partir du moment qu'il y a une pathologie pour suppléer à des problématiques de santé et euh, aider les agents hospitaliers à continuer leur activité professionnelle. Et après, dans un dernier temps, la prévention tertiaire, ça va être tout ce qui est maintien dans l'emploi, éviter la désinsertion professionnelle aussi. Et donc, il y a toute une dimension qui est très intéressante dans le métier au niveau de la prévention, de la désinsertion professionnelle du fait d'handicap. Donc, il y a une vraie partie maintien dans l'emploi qui est très, très, très intéressante avec des enjeux, euh, je dirais, d'ordre
psychosocial, hein, parce que c'est vrai que on a parfois des agents hospitaliers qui sont en vraie désinsertion professionnelle avec des situations sociales qui sont très difficiles et arriver justement. Alors c'est vrai que c'est souvent quand on arrive en bout de course et quelque part, c'est qu'il y a peut-être pas toutes les étapes de la prévention qui ont pu arriver auparavant pour éviter des situations comme ça. C'est vrai qu'on arrive en travaillant de concert avec les différents acteurs du monde hospitalier à remettre les gens au travail sur ces biais-là. Mhm. Donc, Juste une question qui me vient à l'esprit euh, sur la prévention secondaire ou tertiaire. Euh, Est-ce que ça passe aussi par le développement des compétences et de l'employabilité? Est-ce qu'on pourrait dire que ça aussi, ça fait partie des dispositifs de prévention ça tertiaire? Je peut donne un exemple très absolument, concret. bien sûr. À la PHP, quand j'ai démarré sur le terrain, ma mission d'entrepreneur, j'ai vu qu'il y avait encore des métiers de documentaliste dans certains établissements, certains CH, et je pense que c'est un métier qui est un peu en voie de disparition parce qu'il y a l'arrivée du numérique. Est-ce que justement accompagner des parcours pour faire évoluer ces personnes vers d'autres fonctions, ça fait partie de ces dispositifs de prévention? Alors, bien sûr, hein. Après, c'est une situation particulière parce que c'est vrai que alors on n'est pas forcément sur des problématiques forcément de santé quand t'as un poste qui finalement euh, a a moins de résonance avec une activité particulière. Et c'est vrai que tout le processus d'accompagnement au changement de personnes pour pouvoir rebondir sur d'autres compétences professionnelles, ça permet justement d'éviter que dans un second temps, euh, on puisse arriver sur des problématiques, par exemple, de dépression, de sentiment de placardisation, etc. Donc, ce sont des choses, bien sûr, hein, ça rentre aussi là-dessus, ouais. La formation à fond. D'accord. Ce que je comprends en tout cas, c'est dans la jeunesse de ta motivation, et c'est une question qui a été posée aussi par Isabelle, d'où te vient cette motivation pour te lancer dans cette spécialité de la médecine du travail. D'ailleurs, tu en as très bien parlé dans ta vidéo qui est sur ta chaîne YouTube Prevent Stuff. Pour nos auditeurs, hein, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la notion de prévenir plutôt que guérir. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans cette notion de prévenir plutôt que guérir? Bah, je pense que alors déjà, c'est quelque chose de rentable dans tous les cas, parce que on sait que l'argent qui est investi dans la prévention est forcément beaucoup mieux investi que lorsqu'on arrive en bout de course sur des dispositifs de maintien dans l'emploi, parce que ça permet de limiter l'absentéisme, etc. Mais en fait, pour en revenir vraiment au fond de ma vocation, mieux vaut prévenir que guérir. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment énormément de sens au quotidien. Et on le voit énormément aujourd'hui avec la problématique, par exemple, du coronavirus, hein. Le fait d'acquérir collectivement des réflexes pour lutter contre des infections, le fait voilà, de se laver les mains beaucoup plus régulièrement, de porter un masque, tous ces gestes barrières, etc., ce sont des enjeux de santé publique aujourd'hui, en particulier dans le milieu du travail, surtout dans un centre hospitalier universitaire. Et faire monter en compétences des personnes pour justement éviter d'acquérir une maladie par la suite, je trouve que ce sont des enjeux qui sont absolument passionnants. Alors après, c'est le côté aussi un peu ingrat de la prévention, c'est que c'est beaucoup moins simple de mettre en avant des, euh, des effets immédiats, parce qu'on est forcément sur des temps qui sont un petit peu plus longs. Mais si on n'avait pas de système de prévention aujourd'hui, on vaccinerait personne dans les hôpitaux, notamment contre l'hépatite B. On sait qu'on a un vaccin qui est hyper efficace, qui est très bien toléré, dont les doutes qu'il y a pu avoir ont été levés par des grandes revues de la littérature.
À côté, on a une maladie où, en cas d'accident d'exposition au sang percutané, il y a un risque, en cas de patient virémique, de 30% d'acquérir la maladie avec un risque de cirrhose derrière. Donc, c'est aussi jouer sur les balances bénéfices-risques et sur l'éducation des personnes pour leur éviter d'acquérir des maladies par la suite. C'est vrai que tu mets le doigt sur un sujet essentiel et d'ailleurs se pose la question dans la prévention du financement aussi de la prévention. On voit que le gouvernement est en train de changer à ce niveau-là. Il y a des expérimentations, j'ai vu, de financement d'aquagym notamment pour des personnes âgées pour prévenir les risques d'Alzheimer. Et maintenant, il y a des premières applications aussi qui ont digitales, hein, on parle de virage vers l'e-santé qui vont aussi dans le sens de prévenir plutôt que guérir. Il y a un point que tu as dit dans ta présentation, le fait de dire que tu te présentes aussi comme un médecin de jeune génération, de nouvelle génération. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est pour toi des médecins de nouvelle génération et en quoi ça distingue, enfin voilà, quelle sera la différence avec des médecins un petit peu plus old school? Alors, il y a old school et old school, hein, parce que par exemple, moi, Oui. j'ai la chance de travailler avec Nathalie Bessière, qui est une collègue d'expérience, et c'est une mine d'or au quotidien de pouvoir travailler avec elle, et j'ai énormément de chance de pouvoir bosser avec elle. Elle, par exemple, elle est arrivée à la médecine du travail par la reconversion professionnelle. Elle était urgentiste par le passé. Je ne saurais pas me souvenir vraiment de l'historique, de l'évolution, de comment est-ce que les gens sont arrivés à la spécialité. Mais ce qui est sûr, c'est que, si tu veux, la médecine du travail reste une spécialité aujourd'hui qui est relativement mal choisie à l'internat. À mon sens, et c'était l'objet de ma thèse, et voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder le film qui a fait le sujet de ma thèse. Je pense qu'il y a deux leviers qui vont expliquer ça. C'est que il n'y a pas de stage, ou très très peu, c'est anecdotique, de stage d'externe en médecine du travail, contrairement à toutes les spécialités qu'on peut retrouver dans un hôpital. Et le fait qu'il n'y ait pas de stage et que derrière, un étudiant en médecine ne puisse pas s'identifier à un pair, PAIR, pour justement se projeter dans un exercice professionnel et voir, par exemple, des médecins du travail qui exercent ces disciplines et qui sont heureux de le faire et qui trouvent ça passionnant et qui changeraient de métier pour rien au monde. Voilà, je pense que ce sont des choses aujourd'hui sur lesquelles il faut absolument communiquer parce que c'est un métier qui est particulièrement passionnant, mais mal connu. Et beaucoup de personnes ne voient que la médecine du travail par ce côté de visite très automatique, la visite périodique, etc. Et en fait, ce n'est qu'une infime partie d'un ensemble de travail. Et voilà. Et donc, du coup, dans mon parcours pendant mon internat, j'ai eu la chance de me retrouver dans l'Association nationale des internes en médecine du travail, où j'ai eu le sentiment, voilà, d'émulation avec plein de jeunes futurs médecins du travail. Je me suis vraiment identifié à des collègues avec qui, pour certains, on a gardé contact. Par exemple, Laurent, que tu connais, qui nous a mis en relation. Voilà. Et j'ai vraiment le sentiment que peut-être il y a eu un basculement parce que probablement il y a eu des reconversions professionnelles malheureuses en voyant la médecine du travail comme une voie de garage. Et je ne pense pas que ça rende qui que ce soit heureux de choisir cette spécialité pour de mauvaises raisons. Je pense qu'il y a un déficit d'image, un déficit de communication, et c'est en ce sens que j'avais fait cette vidéo. C'était vraiment pour expliquer pourquoi est-ce qu'en fait être médecin du travail, c'est important, pourquoi est-ce que c'est passionnant, et pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser. Voilà. Justement, c'est une très bonne transition avec le cœur du sujet qu'on adresse aujourd'hui. Et puis, on aura aussi un moment dédié aux questions-réponses avec notre auditoire. Et on a déjà quelques questions qui nous ont été posées en plus.
Euh, Quel est ton regard sur le sujet du prendre soin des professionnels de santé en tant que médecin du travail? Comment tu l'adresses et... Je pense que c'est hyper, hyper important. Aujourd'hui, si on ne prend pas de soin de ceux qui prennent soin des autres, je pense on va à la catastrophe. Les métiers de la santé sont des métiers qui sont exigeants, tant d'un point de vue d'investissement personnel, psychique, parfois au détriment d'une vie sociale ou d'une vie familiale parfois, quand on est deux dans un couple à travailler à l'hôpital et qu'il y en a qui font des gardes, qui sont un petit peu en décalé, quand il y a des enfants à gérer, etc. Les personnels soignants s'investissent dans leur métier, parce qu'il y a probablement pas plus beau que de soigner des gens, guérir des gens, et c'est une vocation qui est absolument remarquable. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les comportements des soignants qui ne veulent pas s'arrêter, qui veulent être maintenus au poste coûte que coûte. Et donc, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir apporter de l'écoute, de l'attention à ces personnels-là, que ce soit des personnels médicaux ou des personnels non médicaux. Moi, c'est vrai que ce sont des dimensions qu'on retrouve au quotidien dans la pratique de médecin du travail, spécifiquement à l'hôpital, parce qu'on on doit aussi composer avec des médecins qui ne sont pas toujours hyper objectifs avec leur état de santé. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parfois de se retrouver comme premier médecin qui va permettre de déclencher toute une suite de prise en charge, etc. Puisque moi, j'entends souvent des agents hospitaliers me dire que de toute façon, ils ne voient jamais de médecin, ça ne les intéresse pas, ils sont toujours en bonne santé, etc. Et puis finalement, quand on creuse un peu, il y a quand même, bien des choses à redire. Et on peut être un premier, je dirais un premier relais pour après initier une prise en charge médicale pour des personnels qui sont tellement investis dans leur activité professionnelle que parfois ils s'oublient. Et en tant que médecin du travail, on est là aussi pour s'occuper d'eux. Et voilà. Tu mets le doigt sur un sujet important, en fait. Hein. La raison pour laquelle je te pose cette question, elle est un peu partie de la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur. C'est le constat qu'il y a en fait 3 fois plus d'absentéisme dans le monde des établissements de santé. L'absentéisme hors Covid oscille entre 10 et 14%, coûte plus de 5 milliards d'euros en France. Et il y a une partie de l'absentéisme qui est liée à des facteurs, enfin des bonnes nouvelles. Hein. Ça peut être des congés pour grossesse, voilà. Mais il y a une partie qui est liée au facteur humain. Tu as parlé de cette notion de surinvestissement, parfois avec des risques aussi de burn-out qui sont 3 fois plus élevés auprès des professionnels de santé que dans d'autres métiers. Alors parce que tu en Plein as de la facteurs charge qui peuvent amener au émotionnelle. burn-out dans un hôpital. Voilà. Et alors justement, il y a plein de facteurs. Il y a la charge émotionnelle, la charge physique, le sommeil. Il peut y avoir des facteurs humains aussi, de se sentir oublié, manque de reconnaissance. Donc, comment prévenir plutôt que guérir à ce sujet-là, justement? Super transition, bravo. Alors, tu as plusieurs modalités. Hein. Je pense que dans tout hôpital, il faut faire une espèce de diagnostic d'état des lieux pour essayer de comprendre où sont les sujets, et essayer d'entrevoir des pistes correctrices. Comment améliorer ça? Tu as des sujets, par exemple, d'adéquation, par exemple, des effectifs vis-à-vis d'une charge de travail réelle.
Voilà, parfois, ben, tu sais, tu as une espèce de course à l'activité qu'il peut y avoir parfois euh, dans les hôpitaux, justement, parce qu'il y a des logiques qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Hein, et c'est important de pouvoir identifier pour mettre le doigt sur les problèmes et accompagner les équipes là-dessus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bien souvent, euh, euh, les gens ont déjà des très très bonnes pistes de solutions pour améliorer leurs conditions de travail parce qu'ils sont tout le temps le nez dedans. Et qui mieux que voilà, un professionnel de santé peut parler de son métier. Et quand on met en perspective ça, ben, il y a voilà, des leviers institutionnels qu'on peut toujours actionner. Et en particulier, il y a quand même des relais de terrain qui sont essentiels là-dedans, c'est les encadrants. Parce que les encadrants, c'est un métier qui est vraiment très, très difficile hein, à tout niveau. Parce que bah, tu te retrouves vraiment quelque part entre le marteau et l'enclume. Et c'est un poste vraiment très sensible. Et accompagner justement les cadres à détecter des soucis chez des agents hospitaliers, pointer du doigt des situations de travail qui sont anormales pour pouvoir engager des actions correctrices, c'est très important. Les cadres sont vraiment un relais de terrain très très important au quotidien, comme les organisations syndicales aussi, qui pointent du doigt parfois des situations qui sont dysfonctionnelles et sur lesquelles on peut être amené à intervenir également. Donc, pour répondre au fond de ta question, comment prévenir, je dirais que ça passe avant tout par écouter. Écouter ce qui se passe, avoir des retours de terrain, c'est hyper important. Et alors, comment créer ce dialogue, justement, tu en parlais parce que il y a un vrai défi, moi, qui a été un de mes rapports d'étonnement quand j'ai mis mes pieds dans le monde de l'établissement, c'est les râteaux hiérarchiques qui peuvent être très, très importants. Hein, tu parles du métier de cadre de santé, on voit souvent des cadres de santé qui encadrent des équipes de 50 personnes, voire 70, avec des équipes de jour, de nuit. Donc, comment créer cette qualité d'écoute euh, ou comment trouver ces relais et trouver une bonne orchestration, je dirais aussi, euh, entre l'équipe cadre de santé, l'équipe médicale et peut-être des personnes aussi qui ont un rôle clé, qui font partie de la médecine du travail, de la direction des ressources humaines ou du CHSCT, pour justement créer ces dispositifs d'écoute suffisants afin de prévenir plutôt que guérir, de sécuriser la qualité de vie au travail. Alors, tu as, plusieurs modalités d'action, mais c'est important que tu vois, dans une entreprise ou après, quand tu es en tant que médecin du travail, relais au carrefour de plusieurs informations, c'est d'être identifié hein, auprès des cas. Donc, ça passe par voilà, aller les rencontrer. Donc, c'est ce qu'on avait fait initialement quand on est arrivé à peu près en même temps avec ma collègue. On a rencontré tous les cadres sup de l'établissement. Bon, alors on s'était répartis les pôles, mais voilà, déjà pour s'identifier, pour dire voilà, on peut être là. Et après, on est redescendu d'un cran, faire bah, voilà, découvrir les services, les conditions de travail, parce que c'est pas la même chose quand on n'est jamais allié, voir comment ça se passe. Par exemple, un nettoyage d'endoscope, si tu l'as jamais vu, tu ne te rends pas compte voilà, de tout ce que ça peut. Donc, c'est investir le terrain. Et c'est vrai que parfois, moi, je trouve que j'arrive pas à trouver suffisamment de temps pour y aller. Mais heureusement, on a beaucoup de relais dans l'établissement déjà parce on est identifié. Mais on travaille aussi en étroite relation avec, par exemple, la psychologue du personnel
qui dépend pas directement du service de santé au travail dans notre établissement, mais c'est vrai qu'elle brasse énormément de personnes, donc elle peut remonter les infos. Et derrière, avec ce qu'on appelle la cellule des conditions de travail au CHU de Nîmes, avec qui on bosse de manière très étroite, avec deux ergonomes, dont un qui a une formation initiale de kinésithérapeute, donc qui a un regard sur la manutention de patients, etc. Donc, c'est très intéressant. L'assistante sociale aussi, avec qui on travaille bien, et voilà, on essaye de monter des projets au sein de l'établissement pour amener de la prévention et amener du mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, après, ça, c'est un petit peu les relations qu'on peut avoir au sein de l'établissement. Et ensuite, après, sur notre service à part entière, ben, on a 4 infirmières avec qui, voilà, avec qui on bosse bien. D'ailleurs, que je salue, hein, si elles voient le replay un jour, manger. Hein. Mais voilà, de toute façon, aujourd'hui, et de plus en plus, il y a de moins en moins de médecins du travail, et euh, on est de plus en plus coordinateur voilà, un peu chef d'orchestre de plusieurs, euh, de plusieurs acteurs qui Oui, vont jouer leur c'est un propre. travail d'équipe finalement. Ouais. C'est un Ouais. vrai travail d'équipe, et Mm. c'est une dimension qui est vraiment passionnante dans le métier. Et c'est vrai que heureusement qu'on bosse avec nos infirmières aussi bien, parce que là, tu vois, on a sur le CHU quelque chose comme 6500 agents. On n'a pas actuellement euh, on va dire, de préventeurs directement reliés dans notre service, donc d'équipe pluridisciplinaire qui dépend directement de nous. Donc, normalement, en regardant les textes de la fonction publique hospitalière, on devrait être à peu près 4 équivalents temps plein de médecins dans le service. Et finalement, on est 1,6. Bah, j'ai 40% à côté en addicto. Donc, quand tu es plus de moitié moins que ce que tu es censé être, ben, il faut déléguer. Donc, on délègue beaucoup de choses à nos infirmières en qui on a su établir une relation de confiance et avec qui on travaille hyper bien. Et c'est important, voilà, cette dimension de travail d'équipe, parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Et c'est important aussi d'écouter un petit peu les points de vue de chacun, parce que parfois, moi je pense à une situation en particulier où lors d'une visite d'embauche qui a été faite par une de nos infirmières, voilà, elle avait senti que voilà, il y avait un agent hospitalier qui n'était pas très bien, et du coup c'était hyper important de redébriefer derrière, et d'être peut-être en deuxième ligne sur des situations comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus la possibilité facilement de faire toutes ces visites périodiques dont je parlais en introduction tout à l'heure, parce que on voit des gens qui vont pas bien, principalement. Euh, des gens qui sont soit en arrêt maladie, soit qui sont mal sur leur poste de travail, soit pour des histoires de conditions de travail, de pathologies tierces qui vont les mettre en difficulté. Donc, c'est, je pense, important aujourd'hui de pouvoir développer d'autres outils que la visite périodique pour détecter des problèmes au sein d'un collectif, pour pouvoir s'y intéresser et intervenir. Et tous les relais de terrain qu'on peut avoir, comme je disais, les cadres ou voilà, une cellule de conditions de travail sont d'autant de relais plus précieux pour que on puisse intervenir et être au bon endroit au bon moment, quoi. Juste une question qui peut te paraître simple, mais pour aussi nos auditeurs. Quand on va rendre visite au médecin du travail, j'imagine que c'est aussi une démarche qui peut
être un peu sensible quand c'est au sein de son employeur. C'est confidentiel. Comment se passe le protocole? Oui, je vais en prison sinon. Voilà. Je Comment? vais en Oui, prison. alors, bien sûr, il y a Alors, le secret médical qui est une chose, soumis mais au secret en fait, médical, bien c'est évidemment. peut-être une appréhension, enfin, de se dire, Absolument. si jamais moi voilà, je travaille au CHU de Nîmes, je suis en difficulté avec certains collègues ou mes hiérarchies sur un sujet et j'aimerais en parler. Donc, quel canal trouver, enfin, voilà, comment trouver ce dialogue finalement, parce que c'est pas toujours des sujets faciles. Hmm. Bah alors, sur ce que tu disais sur la visite, bah, bien évidemment, on est soumis au secret médical. Sur une visite qui va être faite, par exemple, à la demande d'un agent, on n'a pas, absolument pas d'obligation à émettre un avis d'aptitude là-dessus. Et donc, ça peut être parfois des vecteurs d'alerte, hein. Moi, je reçois épisodiquement des agents qui veulent m'alerter, soit sur leur situation particulière, soit sur une situation collective. Et quelque part, c'est une petite pièce après d'un puzzle qu'on peut essayer de construire dans un deuxième temps pour, in fine, arriver sur des interventions. Je te donne un exemple. Euh, on a au sein de l'établissement, bah, j'y étais d'ailleurs tout à l'heure, un copil sur les risques psychosociaux, où on se retrouve avec la psychologue, la psychologue du travail et en représentant la direction des ressources humaines. Et on aborde des situations individuelles à ce comité de pilotage qu'à partir du moment que l'agent est d'accord pour que ça puisse remonter un cran plus haut. Sinon, on garde totalement la confidentialité des échanges. Et parfois, euh, si on a le sentiment qu'il y a un sujet collectif, on peut très bien déclencher une alerte RPS collective. Ça arrive épisodiquement. Mais c'est très important, c'est un signal fort, je pense, pour les employeurs, pour pointer du doigt une situation qui est a priori anormale et sur laquelle on attend des corrections rapides pour éviter l'altération de la santé des salariés. Hmm. Alors, je vais prendre une première, voilà, quelques questions justement qui font le lien avec ce que tu viens de partager. C'est une question de Bruno qui nous demande quels sont les indicateurs que l'on observe le plus quand on est médecin du travail et quels sont les indicateurs à privilégier aussi. Alors, ça dépend sur les indicateurs sur quoi. Alors, si c'est par exemple sur les risques psychosociaux, bah, l'absentéisme, bien évidemment, le turnover, alors combien de temps les gens restent dans un service ou une unité, c'est des éléments très intéressants. Après, les déclarations de maladies professionnelles, les accidents du travail, tout ça, c'est autant d'indicateurs qui, mis bout à bout, peuvent permettre d'identifier des situations et qui, derrière, donnent le nombre de visites spontanées à la médecine du travail. C'est pour ça que c'est très intéressant les échanges qu'on peut avoir avec notre psychologue du personnel, puisqu'elle elle va nous alerter sur, voilà, par exemple, sur un agent dans un service A qui lui a transmis ses difficultés. Moi, ça va me faire écho. Si j'ai vu quelques semaines avant un autre agent du même service, donc ça peut donner envie justement de creuser là-dessus, quoi. Alors juste sur ces indicateurs, ils sont pilotés par service de manière régulière? Enfin, quelle est la régularité? Est-ce que vous les avez par service, par catégorie de métier et avec quelle régularité? Alors, on a une réunion tous les 3 mois qui permet de faire un point sur la plupart de ces indicateurs, et auxquels je Mhm. rajouterai aussi les fiches d'événements indésirables D'accord. voilà, donc qui permettent justement aussi à n'importe qui dans la structure de pointer du doigt
une situation qui lui paraît anormale. Donc ça aussi, c'est un indicateur, qui est très important. Mhm. D'accord. OK. Alors, il y avait une question aussi d'Isabelle sur la formation Oui. qui est intéressante sur est-ce que donc voilà, je vais juste reprendre. Euh, Faut-il intégrer dans le programme de la formation infirmière une spécialité santé au travail? Oui, tout à fait. Au moins sensibiliser les infirmières à cette discipline. C'est vrai que je pense que le métier d'infirmière en santé au travail a vraiment de beaux jours devant lui. On en cherche partout. Euh, je pense que ça vaut vraiment la peine, bien sûr. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier? Bah, écoute, comme je te disais tout à l'heure, l'infirmière en santé au travail, du manque de médecins du travail, c'est un partenaire extrêmement précieux au quotidien. Les évolutions législatives qui ont permis l'arrivée et la prise en compte des infirmières dans les services de santé au travail sont relativement récentes, hein. Je crois que ça peut-être, je dirais vers 2010-2013, je ne sais plus exactement, je ne sais pas si tu as la date en tête. Et, donc, nous, les infirmières, elles vont être un relais de terrain pour, par exemple, leur délègue des études de poste. Elles vont faire tous les gestes techniques, prise de sang, vaccination dans le service. Elles ont la possibilité, par délégation, de recevoir en visite d'embauche des personnels, parce que la visite d'embauche, quand tu as 200 recrutements dans l'année, et je pense que c'est un chiffre qui est très en dessous de la réalité, tu n'as pas forcément le temps, en tant que médecin du travail, de voir tout le monde. Donc, c'est vraiment un premier filtre. Et ce qui est intéressant aussi dans ce métier, et c'est la même chose pour quand tu es médecin du travail, mais la santé au travail, c'est un domaine qui est tellement vaste, avec beaucoup de risques divers et variés, qu'il est très très simple d'avoir un petit topic, un petit peu de spécialité sur laquelle une infirmière pourrait complètement s'éclater. Je pense par exemple, je te donne un exemple, hein, à l'hôpital, on a le sujet du risque des rayonnements ionisants. C'est passionnant, c'est technique. Il y a un suivi important à faire sur la dosimétrie des agents hospitaliers, parce que déjà, tu as des obligations réglementaires qui sont très importantes. Et donc, une infirmière qui serait intéressée pour s'engager dans la santé au travail pourrait aussi se trouver quelque part des petites surspécialités qu'elle pourrait justement mettre à profit. On a une infirmière aussi là, qui est en cours de formation à la licence professionnelle d'OSH, qui, elle, vient d'un service d'addictologie. Et c'est vrai qu'on aimerait bien mettre en place avec elle des actions sur la prévention des addictions en milieu professionnel. Et donc, elle pourrait rebondir quelque part sur des compétences qu'elle a déjà. Et ce qui est intéressant, en plus, dans la dimension hospitalière, c'est que elles ont, je pense, un regard de terrain. Elles savent ce que c'est que de bosser dans un service de soins. Elles savent ce que c'est que de faire des gardes. Elles savent ce que c'est qu'être en première ligne avec un patient qui va bien ou qui va pas bien. Et donc, il y a une dimension euh, voilà, après de compréhension de ce que peuvent vivre les gens avec qui elles sont en contact, qui est, je pense, est vraiment passionnant pour cette dimension-là. Hmm.
D'accord, ouais, donc c'est intéressant de comprendre la composition d'une équipe de santé en travail. En tout cas, ça faisait partie aussi des questions de participants qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà, on va encore se donner 5 minutes avant de conclure. Justement, quels est, selon toi, les besoins les plus importants? Je parle plus sur le plan humain, euh, des professionnels de santé aujourd'hui, dans le contexte actuel. Euh, je dirais quelque part de la reconnaissance, hein. Après, après deux belles vagues de Covid, je pense que les hospitaliers et même enfin, médecins hospitaliers, mais même médecins en ville, hein, on s'en fout, mais le monde de la santé je pense, a répondu présent, malgré voilà, des restrictions budgétaires qui sont chroniques. Et c'est vrai que je pense que la reconnaissance, c'est hyper important. Mais ça fait pas tout. Et c'est pour ça que bon, voilà, le Ségur de la santé, je pense, a amené amener quelques points intéressants, notamment de revalorisation salariale sur les métiers, sur les métiers hospitaliers. Je pense qu'il y en avait vraiment besoin. Après, c'est aussi la question de quels effectifs on met euh, pour renforcer les services aujourd'hui, pour permettre aux agents de pouvoir poser leurs vacances, poser leur récupération comme ils ont besoin. C'est des sujets parfois qui sont importants. Quand il y a beaucoup d'absentéisme dans un hôpital et que bah, du coup, les agents sont rappelés sur leur RTT, ben, c'est vrai que c'est difficile. Donc, c'est pour ça que investir justement dans des démarches de prévention qui a, in fine, hein, OK, on améliore la qualité de vie au travail, les gens sont plus heureux, etc. Mais c'est absolument fondamental. Mais derrière, faire que les gens soient mieux à leur poste et derrière, diminuer l'absentéisme, ça permet justement de faire en sorte que bah, les équipes soient plus en nombre. Et c'est des effets boule de neige et c'est des cercles vertueux à déclencher, hein, avec bah, la possibilité de pouvoir prendre ses repos quand on en a besoin, parce que là, les dernières périodes ont été vraiment particulièrement éprouvantes et c'est important aussi de pouvoir bah, prendre de la distance et de se ressourcer parce que ben, on n'est pas à l'abri d'un troisième round bientôt. Hmm. Voilà. Absolument, absolument. Et on a vu d'ailleurs, enfin, en tout cas dans toutes les demandes que nous avons reçues hein, chez Chakari, entre première vague et deuxième vague, des différences fortes, hein. Première vague, on avait soit d'un côté des équipes très soudées, qui ont très bien fonctionné ensemble et qui se sont même renforcées avec le Covid parce que ça fonctionnait bien et elles ont été très solidaires et c'était un moment fort sur le premier mois. De l'autre, des équipes où il y avait déjà un peu de conflit, un peu de difficultés, où il y a eu voilà, des conflits plus importants, donc des besoins d'accompagnement plus forts. Et la deuxième vague, bah, ça a été, ça a dépendu, voilà, ça a beaucoup dépendu de l'endroit, des contextes, mais il y avait un peu aussi plus de crainte que ce soit répétitif et donc un sentiment aussi d'épuisement de certaines personnes avec, malheureusement, il y a eu beaucoup de démissions aussi hein, partout en France, les médias en ont assez peu parlé. Et donc, le mot que tu utilises, la reconnaissance, je pense qu'elle est essentielle. Le mot aussi sur la qualité. Hein, et ça, je pense que c'est un vrai virage dont nos autorités de santé s'emparent et les acteurs de la santé, c'est l'incitation à la qualité qui passe aussi par la qualité de vie au travail, la qualité d'accompagnement du management, du développement des équipes. Et d'ailleurs, là, je vois une question de Catherine Philippe, ça sera probablement la dernière question, qui nous demande concrètement que pouvons-nous mettre en œuvre pour améliorer la santé au travail dans nos établissements. Recruter des médecins du travail. Voilà. Enfin, je pense il en manque beaucoup. En particulier, la fonction publique hospitalière est un petit peu moins attractive. Alors, pas pour des questions intellectuelles, mais peut-être pour des problématiques de rémunération que les secteurs interentreprises. Donc, investir dans des services de santé au travail
autonome, avec des équipes pluri, avec du monde pour pouvoir mettre en place des plans de prévention. Voilà, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Eh ben, merci beaucoup Thierry. Je vais juste voilà, je voudrais dire un grand merci à toi et à Ah, tous merci les beaucoup. participants et aux participantes. Donc, je vous invite à, voilà, à suivre Thierry donc, sur les réseaux sociaux. J'imagine que alors ta chaîne YouTube, c'est Prevent Stuff. Donc, P... Alors, 996 abonnés, je viens de regarder. Donc, ouais. si je sais pas, il y a 10%, il y a, je sais pas, 1% des gens qui vont voir ce Bientôt, on va arriver au 1000. webinaire. Alors, à Voilà. 1000, c'est la fête, hein. Là, On voilà. pourrait Bon, dire que donc, c'est grâce à Chakari. ah bah écoute, ce serait super. En tout cas, T'es abonné? merci pour ton témoignage. Je me suis abonné. Merci. Et juste, voilà, très rapidement aussi sur ce que nous souhaitons aussi apporter euh, au sein de Chakari, 3 chiffres qui sont intéressants. C'est de se dire que voilà, nous sommes la première plateforme de coaching 100% dédiée aux acteurs de santé. On a déjà 122 professionnels de santé qui ont expérimenté nos dispositifs de coaching. On est, voilà, je dirais, dans l'accompagnement et la prévention aussi, puisqu'on participe au développement des compétences humaines, relationnelles, émotionnelles et managériales, alors, en priorité des personnels encadrants, donc cadre de santé, médecin, cadre administratif, pour justement les accompagner sur le plan humain. Et on a 4,7 sur 5 d'atteinte des objectifs et une recommandation de 4,8 sur 5. Donc on est au début de notre histoire et puis on tient surtout à fédérer un écosystème de professionnels de santé autour de notre mission. Et c'est pour ça qu'on a à cœur de faire ces webinaires. Et encore une fois, Thierry, je te remercie grandement pour la qualité de ton intervention. Merci de m'avoir proposé, c'est super sympa. Bah, écoute, on est ravis. Et puis merci à tous nos spectateurs qui viennent d'horizons très très variés. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre chaîne LinkedIn, Facebook, Chakari ou YouTube. On a aussi une page via YouTube. On n'a pas autant d'abonnés que chaîne Prevent Stuff, mais en tout cas, on s'entraide. Donc à très bientôt et excellente journée. Au revoir, merci. Au revoir Thierry, merci.